Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Pas mal de news cette semaine-ci, notamment au niveau du fait que Samsung a sans faire exprès leaké des informations sur la Switch Pro. Vous avez aussi une nouvelle norme USB Type-C qui devrait permettre de transporter 240 watts d'énergie, des nouveaux processeurs de chez ARM qui devraient finir dans tous les smartphones que vous voyez, des nouveaux refroidissements pour smartphones qui devraient peut-être finir dans certains smartphones que vous voyez justement, et plein d'autres news. Vous avez de toute façon, comme je dis, la table des matières pour sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Première news de la semaine, c'est le fait que cette semaine-ci, c'est le Computex. Le Computex, si vous ne savez pas, c'est un show d'électronique qui va de Smart TV, ça va aussi aux machines à laver, ça peut aller vraiment n'importe quoi, jusqu'aux smartphones, processeurs ou même cartes graphiques. Et du coup, c'est un événement qui est à Taipei, normalement, qui est la capitale de Taïwan. Évidemment, en ce moment, c'est compliqué, donc c'est un événement qui sera 100% virtuel. Et comme d'habitude, par contre, vous avez toujours des présentations par toutes les grandes marques, notamment Intel va commencer avec la première présentation, vous aurez une présentation d'ARM, vous aurez une présentation d'AMD, Nvidia, et du coup, ils vont présenter des nouveautés qu'on va voir déjà dans certaines news juste après d'ailleurs, mais qu'on verra certainement plus en détail dans le Texama Show de la semaine prochaine, évidemment. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe, ça va être une grosse semaine niveau tech, et pas juste pour les cartes graphiques ou les processeurs, il va y avoir énormément de choses annoncées pendant ce Computex. Par la même occasion, c'est un petit peu plus tard, mais du 12 juin au 15 juin, vous avez l'E3 qui arrive, qui est évidemment aussi un show très important, mais plus au niveau des jeux vidéo, mais aussi ce qui est en rapport avec les jeux vidéo, notamment les consoles de jeux. Donc peut-être que c'est là qu'on pourra avoir une annonce de cette fameuse Nintendo Switch Pro, ou peut-être un petit peu avant, on verra bien. Dans tous les cas, ce sera 100% virtuel. Après, ça ne change pas vraiment de l'habituel parce que, genre, il y a toujours des... Le plus important de l'E3, c'est les présentations de chaque grand développeur. Et du coup, ça se fait toujours virtuellement de toute manière. Vous pouvez aller les voir IRL, mais c'est pas hyper intéressant, croyez-moi. J'ai déjà fait. Et le reste du show, c'est extrêmement inintéressant. Pour info d'ailleurs, ça fait à peu près la même taille que la Paris Games Week. Paris Games Week, il me semble que vous avez genre 3 halles pratiquement. Là, vous avez à peu près la même chose, franchement. Moi, j'y ai même été l'année où il n'y avait même pas PlayStation qui était là, donc c'était vraiment inintéressant. Donc, je vous le dis, l'E3, c'est génial, mais sur Twitch, pas IRL. C'est très inintéressant. Première vraie news de la semaine, c'est au niveau du fait que la Nintendo Switch Pro va arriver très bientôt, ou en tout cas va être très bientôt annoncée. Il y a des rumeurs comme quoi elle sera annoncée pour l'E3 ou même peut-être avant par Nintendo, qui peut-être éviterait totalement l'E3 vu que de toute manière c'est 100% virtuel, donc autant qu'ils fassent leur Nintendo Direct comme d'habitude. Du coup, ça arrive bientôt. On a eu beaucoup de rumeurs sur les specs, que des gens spéculaient qu'elle aurait ça ou ça, elle serait X% plus puissante. Mais on a une spec qui a été confirmée par Samsung qui, sans faire exprès, a dit dans un message pour l'investisseur que, en gros, ils allaient fabriquer des écrans OLED pour Nintendo. Donc, forcément, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. La Nintendo Switch Pro aura certainement un écran OLED, c'est même à peu près sûr, vu qu'ils l'ont annoncé. Et du coup, on ne sait pas encore la taille. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait 7 pouces. Ce serait tout à fait logique. Je veux dire, quand vous regardez la taille de la Switch, il y a la place pour mettre un écran de 7 pouces. Je pense même qu'il y a la place pour mettre un écran encore plus gros que 7 pouces, vu que Nintendo a laissé des grosses bordures sur le côté. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment. Ce qui m'étonne, par contre, c'est un écran OLED. Les écrans OLED ont tendance à être un peu plus fragiles, déjà au niveau physique. Et je vous rappelle que la Nintendo Switch originale utilise un écran avec un revêtement en plastique. Ça a été certainement utilisé pour les enfants parce que les enfants ont tendance à faire tomber leurs jouets. Et je peux le confirmer maintenant. Je trouvais que c'était assez stupide que la Nintendo Switch n'ait pas un écran vert. Mais maintenant, je comprends parce que littéralement, mes neveux ont cassé 2 écrans de protection pour Nintendo Switch en verre. Heureusement, il a fait son travail, donc c'est bon. Mais maintenant, je pense que je vais mettre des écrans en plastique de protection. Comme ça, au moins, ils se fissureront plus et ça protégera quand même l'écran de la Switch. Je pense que c'est préférable. Par contre, rien ne peut les protéger du Joy-Con Drift. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir aussi s'ils le fixent sur cette nouvelle Switch Pro. Bref, dans tous les cas, un écran OLED est fragile, surtout s'il y a un revêtement en plastique par-dessus. Ça pourrait être meurtrier si un enfant, genre, martèle la Switch avec ses doigts ou autre chose, donc il faudra voir. Il y a aussi évidemment le problème que l'OLED souffre toujours de burn-in au bout d'un moment, donc si vous laissez quelque chose afficher trop longtemps, ça va rester
figé littéralement dans l'écran. Ça pourrait être un problème avec les enfants. J'ai déjà vu le comportement, un enfant joue et puis il abandonne, il va faire autre chose. Il pense par éteindre la Switch. Donc, c'est-à-dire que l'image reste fixe. Donc, il faudra voir si Nintendo va mettre des choses en place. Après, comme ils contrôlent tout l'écosystème, ce serait pas très compliqué qu'ils mettent un truc qui réduit la luminosité si, genre, personne ne touche aux inputs de la console et puis juste peut-être éteint l'écran au bout d'un moment. Ça pourrait être tout à fait possible. Donc, yeah, je pense que ça, c'est pas le plus gros des problèmes, honnêtement. Mais par contre, qu'est-ce qu'on a comme avantage derrière? Un écran beaucoup plus beau, avec des meilleurs temps de réponse. Donc peut-être qu'on va avoir plus que du 60 Hz. C'est probable. Après, ça reste Nintendo. Mais rien qu'un petit 90 Hz, ce serait génial. Il y a des rumeurs comme quoi elle permettrait de faire du 4K, ou en tout cas vers une TV. Donc peut-être que cet écran OLED sera plus haute résolution, parce que la Switch actuellement a un écran 720p, si je me souviens bien. Donc là, on pourrait peut-être voir un écran 1080p, très bon, probablement, qui permettrait, quand elle est dockée, de faire du 4K. Donc, il y a pas mal d'avantages quand même à l'écran OLED, et il économise aussi de l'énergie, l'écran OLED, vu que quand un pixel est noir, il est éteint, donc ça économise pas mal d'électricité. Donc, faudra voir ce que ça donnera, mais une chose est sûre, il y aura un écran OLED. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il faudra voir aussi le reste des specs, notamment au niveau de la puce. Je vous rappelle que Nvidia avait fabriqué la puce pour la première Nintendo Switch. C'était une puce Tegra qui était dans leur Shield TV notamment. C'est une puce qui commence à pas mal dater, on peut vraiment le dire. Je pense que le design date de 2014. Elle a été update en 2015, juste avant la sortie de la Switch en 2016, si c'était bien ça, il me semble. Donc, depuis, on a des meilleurs processus de gravure. Nvidia a sorti des meilleures architectures. Donc, peut-être, on avait vu, je vous avais fait une news, il me semble, par le passé, où justement Nvidia avait sorti une sorte de Raspberry Pi, mais Nvidia, quoi, qui était update avec une architecture beaucoup plus récente. Il me semblait que c'était Ampere, justement, ou l'architecture juste avant. Et du coup, je vous avais dit à ce moment-là que certainement, ça pourrait être ce qu'il y aurait dans la prochaine Nintendo Switch. Donc, il faudra voir si c'est ça ou même peut-être quelque chose de beaucoup plus récent. Nintendo n'est pas connu pour utiliser toujours les dernières technologies. Ils ont tendance à prendre plutôt une technologie qui est prouvée et faire quelque chose dessus. Donc, une chose est sûre, je pense que ça fera pas de mal parce que une puce de 2014, vous devez bien vous douter, même si elle est très puissante, hein, même par rapport à des smartphones d'aujourd'hui, au niveau graphique en tout cas, pas processeur, pas du tout, genre ça fera pas de mal. Et un meilleur processus de gravure, ça voudra dire aussi plus de batterie, moins de chauffe, peut-être qu'il y aura même plus besoin d'un ventilateur, mais à mon avis, ils vont quand même le laisser pour en tirer un maximum de performance, surtout en mode dock. Donc, Et puis évidemment, il y a toutes les questions sur le reste de cette Nintendo Switch Pro. Est-ce qu'elle aura un meilleur grip pour quelqu'un qui a des plus grandes mains, notamment parce que la Switch actuelle, genre, c'est pas trop ça quand vous avez des grandes mains, hein, franchement. Je vous conseille vraiment de prendre la manette Pro et de jouer de manière dockée, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on verra bien. Moi, je suis assez intéressé. Au final, la Switch, c'est la console que j'ai le plus joué ces dernières années, personnellement, plus que la Xbox ou la PlayStation. Donc, franchement, même par rapport à la PlayStation 5 et la Xbox Series X, moi, je suis plus intéressé par ça, en fait. Petite news d'ailleurs en rapport sur une tablette que Lenovo a sortie, qui est assez intéressante parce que elle a une entrée HDMI. Donc, c'est une tablette Android classique avec d'ailleurs un Snapdragon 870, 870 si vous préférez, genre des plutôt bonnes specs, Android 11 si je me souviens bien. Et du coup, sur le côté, sur la tranche, vous avez un port HDMI, mais pas pour la sortie, pour l'entrée. Et du coup, vous pourriez brancher un ordinateur portable et l'utiliser comme écran secondaire, ou bien votre Nintendo Switch et jouer avec. Et personnellement, je suis en mode, pourquoi personne n'y a pensé avant? Il y a des trucs qui ressemblaient, genre Sony a sorti un téléphone avec une entrée HDMI. Vous avez aussi Apple qui a Sidecar, qui est un truc qui vous permet d'utiliser votre iPad comme écran secondaire, mais ça marche qu'avec les Mac évidemment. Donc il y avait des trucs similaires. Mais c'est la première fois vraiment qu'on voit une tablette d'une grande marque, en tout cas, avec des plutôt bonnes specs, qui a une entrée HDMI, qu'on peut utiliser son écran interne pour autre chose que la tablette. Et je trouve ça franchement génial comme idée. Parce que une tablette, ça peut être pratique. Vous pouvez l'utiliser comme rideuse, vous pouvez regarder des vidéos et tout ça avec. Et du coup,
peut-être que si vous avez un ordinateur portable, vous pourriez l'utiliser comme écran secondaire de temps en temps quand vous êtes en train de streamer, ou si vous avez juste besoin de travailler ou vous voulez regarder une vidéo en faisant quelque chose, mais vous pourriez le mettre sur l'écran secondaire. Et ça utilise du coup la batterie de la tablette pour alimenter l'écran. Donc ça devrait durer pas mal de temps, évidemment, vu que là, vous enlevez la puissance de la tablette. Donc elle a juste besoin d'alimenter l'écran. Et du coup, franchement, je trouve ça génial comme idée. Il faut aimer les tablettes, évidemment. Il faut en avoir l'utilité. Mais je trouve ça vraiment bien. Il existe évidemment des écrans portables comme ça que vous pouvez acheter en 13 pouces, 15 pouces. C'est une tablette de 13 pouces ici apparemment. Donc ça existe déjà et ça coûtera moins cher que cette tablette. Mais c'est juste un écran bête. Genre, il n'y a rien dedans. Genre, vous devez brancher quelque chose dessus. Alors, vous pouvez éventuellement brancher un téléphone Samsung et l'utiliser en mode DeX, ce qui peut être pas mal. Mais ici, je vois tellement de possibilités avec ça. Franchement, j'adore cette idée. Surtout pour quelqu'un qui veut quelque chose qui permet de faire différentes choses. Par exemple, si vous voulez une tablette, et c'est pas juste une tablette, c'est un écran secondaire. Moi, j'aime bien avoir quelque chose que je peux utiliser de diverses manières. Avoir juste un appareil que vous utilisez que d'une seule manière, c'est dommage, en fait, je trouve. Vous manquez de possibilités avec. Et là, j'aime beaucoup ça. Alors, il faudra voir évidemment ce que ça donnera. Voir aussi si ça rajoute pas de l'input lag. Ça, c'est très important parce que peut-être que pour envoyer le signal à travers l'écran de la tablette doit rester allumée et qu'elle prend du temps à processer le signal et que ça rajoute peut-être quelques dizaines, centaines de millisecondes de délai et que pour jouer à un jeu, c'est pas idéal. Il faudra voir. C'est peut-être pas parfait, hein. Mais dans tous les cas, moi, j'adore cette idée-là. Vous voyez qu'elle a d'ailleurs une forme un peu particulière. C'est la particularité de Lenovo. C'est que il y a une poignée en quelque sorte sur le côté qui est arrondie comme ça. Ils mettent la batterie dedans, il me semble d'ailleurs. Et comment dire, c'est pas plat comme tablette. Donc, c'est pas parfait non plus pour quelqu'un qui voudrait juste une tablette normale. Maintenant, pour alimenter votre Switch ou votre écran externe ou même votre ordinateur portable gaming avec une RTX 3080 ou autre chose, pourquoi pas utiliser la nouvelle norme de l'USB Type C qui a été annoncée. Donc l'USB Type C va passer de 100 watts maximum, c'est le cas à l'heure actuelle. Donc vous pouvez par exemple charger un MacBook ou même certains ordinateurs portables via l'USB Type C, mais c'est limité à 100 watts. Il y a même des ordi portables qui ne montent pas au-dessus de 65 watts, c'est pour dire. Eh bien, ça va passer à 240 watts. Et 240 watts, c'est énorme. C'est largement suffisant pour la plupart des ordinateurs portables gaming. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des alimentations externes de 200, 230 watts, 150 watts même certains. Donc 240 watts, c'est très confortable. C'est-à-dire que déjà, fini les ports de chargement propriétaires. S'ils peuvent utiliser l'USB Type C, c'est aussi une bonne chose pour eux parce que ça veut dire qu'ils ont un câble ou plutôt un port en plus qui se libère sur leur ordinateur portable. Parce que ça veut dire que là, vous avez un port qui sert à deux choses à la fois. Bonjour aussi le fait que du coup on peut utiliser n'importe quel chargeur pour charger notre ordinateur portable, ça c'est génial. Personnellement, j'ai déjà utilisé des ordi portables avec l'USB Type C qui supporte le chargement et je peux vous dire c'est cool de pouvoir juste avoir un chargeur que vous chargez votre téléphone, vous chargez votre ordi, vous chargez même votre casque sans fil ou autre chose. C'est pratique, c'est vraiment très pratique. Et du coup, ça va être certainement assez populaire, je pense, parce qu'il y a déjà pas mal d'ordi qui essayent de mettre l'USB Type C. C'est juste que la limite de 100 watts était un petit peu dommage. Surtout qu'en plus, il faut tenir compte, par exemple, si vous avez un ordinateur portable gaming, si vous voulez utiliser la carte graphique notamment, même si vous branchez au secteur, si ça prend trop d'énergie, ça va utiliser aussi la batterie. Donc, c'était le cas avec l'USB Type C à l'heure actuelle. Si votre ordinateur portable consommait plus que 100 watts, ça prenait sur la batterie. Donc là, vous pourrez aussi alimenter en direct, en mode pleine puissance, un ordinateur portable. Donc, beaucoup de choses très intéressantes. Donc, c'est une révision du port USB Type C. Il faut faire la différence, c'est très important entre l'USB Type C et ce qui passe sur l'USB Type C. Donc, notamment tout ce qui est Thunderbolt, tout ce qui est les normes USB 4.0 et tout ça. C'est des normes, c'est des protocoles pour transférer des données. L'USB Type C qu'on parle ici, c'est le port physique. Donc, se dire qu'il va être rétrocompatible avec les anciens ports USB, évidemment, mais il faudra des nouveaux câbles et il faudra des nouveaux ports USB Type C sur les appareils pour en supporter pleinement.
Donc ça ne veut pas dire que oh ça sort, j'achète le câble et le chargeur et je peux le brancher dans mon ancien ordinateur portable. Non, il vous faudra tout soit à jour. Donc ça c'est très important. Et il vous faudra aussi des câbles certifiés parce que vous devez bien vous douter, pour transférer 240 watts d'énergie, vous ne pouvez pas utiliser un bête câble USB type si vous fournissez avec un smartphone, c'est pas possible. Il vous faudra quelque chose d'assez véloce, on va dire, certainement assez bien renforcé et du coup bien gainé pour justement supporter les 240 watts. Donc ça va. C'est un des problèmes avec l'USB type C à l'heure actuelle. Je dois faire une vidéo dessus parce que c'est réellement un problème. C'est le fait que les gens ne se rendent pas compte des différences entre un câble USB type C et un autre câble USB type C. Et ça va compliquer évidemment la chose. Même si je pense que là, ça devra aller parce que honnêtement, des câbles qui supportent 240 watts, ils seront fournis souvent avec les ordinateurs portables ou autre chose. Donc, je pense pas qu'il y aura trop de problèmes. Mais ouais, ça va poser des problèmes. Dans tous les cas, moi, je trouve ça très intéressant. Et j'ai envie de dire, enfin, on va pouvoir utiliser juste de l'USB type C. Imaginez un futur. Bon, Apple, techniquement, l'a fait un petit peu. Mais imaginez un futur où vous avez que des ports USB type C. Vous voulez brancher un écran? USB type C. Vous voulez charger? USB type C. Vous voulez brancher quelque chose? USB type C. Vous voulez brancher au réseau? USB type C. Ce serait, selon moi, très intéressant. Évidemment, ça va prendre du temps. Et pendant ce changement, ça va poser problème où vous devrez utiliser des adaptateurs, vous devrez utiliser des docks ou ce genre de choses. Mais quand on sera full passé à USB type C, franchement, ce sera génial. Maintenant, en parlant de génial, quelque chose de pas du tout génial en réalité, c'est Google Photos qui va passer en mode semi-payant, on va dire. Alors, c'était déjà payant, mais en gros, Google Photos, si vous ne savez pas, c'est le service de photos de Google qui vous permet de juste synchroniser vos images entre différents appareils ou juste avec le web de manière générale. C'est très pratique pour faire des backups de vos photos. Personnellement, je l'ai configuré pour beaucoup de membres de ma famille pour être sûr qu'ils ne perdent pas leurs photos, parce que souvent, ça a une valeur sentimentale. Ce serait dommage de les perdre. Et du coup, un des trucs qui était bien avec Google Photos, c'est que vous pouviez, quand vous le lancez la première fois, vous disiez, OK, tu peux stocker en taille originale, mais du coup, ça utilise ton stockage Google. Ou alors, tu peux stocker en taille compressée, et là, tu as du stockage illimité. Et du coup, les gens étaient en mode, wow, génial. Moi-même, j'étais en mode, c'est génial, quoi. Du coup, se dire que je n'ai pas besoin de me préoccuper que mes membres de ma famille, s'ils prennent beaucoup de photos, ils auront toujours du stockage. Eh bien, Google a décidé de reprendre cet avantage, ou plutôt, c'est une technique très souvent utilisée en marketing. Maintenant, même si vous stockez en qualité inférieure, ça va aller dans vos 15 gigas par défaut de stockage de Google. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils sont à 15 gigas, ce serait peut-être temps d'avoir une upgrade Google, enfin bref. Et du coup, la technique ici, clairement, c'est que ils ont offert un service très avantageux où vous pouviez stocker gratuitement des images autant que vous voulez. Et maintenant, ils le reprennent pour forcer les gens peut-être à devoir justement acheter des abonnements. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas dépasser les 15 gigas. Parce que les images sont quand même pas mal compressées, donc ça va. Mais imaginez tous les gens qui ont dépassé les 15 gigas en croyant qu'ils avaient du stockage illimité. Maintenant, eux, ils ne vont plus avoir assez de place. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Google va être en mode « Hey, t'as plus de place? Tu veux prendre un de nos abonnements payants ?» Et donc, ouais, c'est littéralement la technique. C'est très utilisé par beaucoup d'entreprises comme ça de Silicon Valley. C'est vous offrez quelque chose de génial, pas trop cher, et puis après, vous augmentez le prix, ou alors vous revenez carrément, vous faites payer les gens. Donc c'est très utilisé. Et, ouais, je sais même pas pourquoi je m'attendais pas à que ça arrive en fait. Personnellement, je m'attendais vraiment pas que ça arrive, mais au final, ça arrivait. Et peut-être que je m'attendais pas que ça arrive parce que Google, qui fait YouTube, vous pouvez uploader sur YouTube autant de vidéos que vous voulez. Vous pouvez uploader des vidéos en 8K autant que vous voulez sur YouTube. Et Google ne va rien vous dire. Si elles ne sont pas regardées pendant un moment, il me semble qu'ils ont le droit de les supprimer maintenant. Mais vous pourriez en uploader plein et stocker plein de choses comme ça. Et maintenant, ils sont en mode oh des images, non, pas au-dessus de 15 gigas. Hein. Vous savez le poids que fait une vidéo 8K si vous l'uploadez et qu'elle dure un minimum de temps? 15 gigas, ça va vite. Donc c'est peut-être pour ça que je ne m'attendais pas à ça, parce que je me disais, oh, c'est Google, ils ont plein de stockage. Ils stockent toutes les vidéos de YouTube. Ils vont pas se préoccuper de quelques images. Eh bien, si, apparemment. Du coup, c'est clairement, de toute façon, fait pour faire de l'argent, hein, on va pas s'en cacher. Et du coup, je pense que beaucoup de gens vont être assez déçus. Du coup,
Moi, je vous dirais, la meilleure chose, le meilleur moyen de faire un gros doigt d'honneur à Google, c'est juste de passer à autre chose. Honnêtement, il doit y avoir des alternatives qui existent. Et si vous devez payer pour stocker vos images, payez pour un meilleur service, honnêtement, parce que le service de Google reste assez basique. Autant payer pour peut-être quelque chose qui vous permet de retoucher les images correctement et tout ça. Et puis ce serait plus avantageux. Donc ouais, peut-être que je pourrais faire une vidéo là-dessus. Mais bon, j'ai beaucoup d'autres vidéos prévues, donc on verra bien. Maintenant, toujours au niveau smartphone, on a une news au niveau de ARM qui va certainement annoncer, d'ailleurs, ils ont une présentation lors du Computex, mais on a déjà ici quelques, on va dire, premières vues là-dessus. Le Cortex X2, qui est, pour information, leur processeur le plus puissant. Donc, je vous rappelle que ARM, évidemment, fait des designs de processeurs et après donne la liberté à des marques de licencier ces designs et de les fabriquer eux-mêmes. Vous avez par exemple Qualcomm, Apple techniquement, utilise toujours des designs d'ARM mais qui remodifient énormément derrière. Vous avez Samsung et tout ça. Donc tous les processeurs ARM sont toujours basés sur un design qui vient d'eux. Et du coup, forcément, quand il faut un nouveau design plus puissant, c'est toujours intéressant parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des processeurs. Donc là, vous avez le Cortex X2 qui suit le Cortex X1 qui était notamment dans le Snapdragon 888 et qui devrait offrir 30% de plus de puissance. Plus efficace. Comme d'habitude, c'est toujours des grands chiffres, mais il faudra voir en conditions réelles. Donc, d'ailleurs, le design a pas mal changé au niveau des processeurs mobiles. Avant, c'était du Big Little, donc notamment, vous aviez des petits cœurs, des plus grands cœurs. Maintenant, c'est du Big Little Very Big, je suppose, où vous avez des petits cœurs pour tout ce qui est pas très puissant. Vous avez des gros cœur pour tout ce qui demande de la puissance, et puis vous avez un énorme cœur pour vraiment ce qui demande beaucoup de puissance. Du coup, évidemment, ce Cortex X2 ira en combinaison avec le A710 et le A510. Ils ont pas mal changé la nomenclature ici, parce que si vous vous souvenez, normalement c'était les Cortex A72, A76, quelque chose comme ça. Hein, ouais. Donc maintenant, ils sont passés à un truc où c'est 700, peut-être pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Mais bon, dans tous les cas, c'est certainement ce que vous verrez dans la plupart des smartphones d'ici la fin d'année, peut-être, et l'année prochaine. Et puis après, on aura certainement le Cortex X3 ou des autres trucs dans le genre. En attendant que Nvidia rachète ARM, évidemment. On verra bien. Donc ouais, une chose importante que vous, au final, ne verrez pas beaucoup parce que beaucoup de gens vont juste acheter des smartphones sans trop se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est ce que vous allez voir dans le futur. Donc là, vous avez par exemple un exemple d'un processeur du coup qui utiliserait ces nouveaux X2. Donc vous avez un X2, vous avez 3 à 710 et vous avez 4 à 510, l'un à côté de l'autre, avec 8 MO de cache L3 juste à côté. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait peut-être voir dans un Snapdragon 899. Je ne sais pas le nom du prochain Snapdragon, faudra voir. Peut-être d'un point de vue marketing, ils vont en profiter pour changer totalement le nom. Peut-être le Snapdragon 900. Peut-être le Snapdragon 1000. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas. On verra bien. Et du coup, pour refroidir ce nouveau processeur, vous auriez peut-être besoin d'une chambre à vapeur. Pourquoi pas la chambre à vapeur qu'a construit Cooler Master, qui, je vous rappelle, construit tout ce qui est refroidissement et aussi boîtier pour PC. Ils ont fabriqué la plus petite chambre à vapeur du monde. Alors, ils disent la plus petite chambre à vapeur du monde, mais je tiens à préciser qu'il existe déjà des chambres à vapeur qui existent dans les smartphones qui sont très petites. Mais du coup, ils ont fabriqué la plus petite chambre à vapeur qui fait 200 micromètres d'épaisseur. Ça fait 0,2 mm pour ceux qui se demandent, qui est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Donc, prenez vos cheveux et regardez, je suppose. Donc, c'est très, 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 très fin. C'est aussi au final une chose qui peut être assez avantageuse parce que si vous avez une chambre à vapeur très fine, ça veut dire qu'elle fait quand même son travail de répartir la chaleur sur une plus grande zone. C'est l'intérêt d'une chambre à vapeur. Donc vous avez un processeur très petit qui chauffe énormément et vous prenez cette chaleur et vous le répartissez sur peut-être l'entièreté de la surface d'un smartphone. Donc par exemple, vous voyez comme ici, entièrement derrière l'écran notamment, ils utilisent souvent l'écran pour refroidir ou le châssis même du smartphone. Donc une chambre à vapeur plus fine vous permettra d'avoir plus de place pour une batterie ou peut-être plus de composants sur la carte mère ou plus de place pour des optiques pour votre appareil photo. Donc, c'est très important. Et encore une fois, si elle est très fine, en plus, ça veut dire que la chaleur, vu que ça reste une chambre à vapeur, elle est censée bien répartir la chaleur sur toute sa surface,
Et comme elle est très fine, c'est-à-dire aussi qu'elle transférera normalement assez vite la chaleur directement vers, par exemple, ce qu'elle est censée utiliser comme plus radiateur. Donc peut-être l'arrière de l'écran ou autre chose. Donc on verra bien. Il faut voir évidemment qui va adopter cette chambre à vapeur, mais une chose est sûre, c'est assez étonnant de voir Cooler Master se lancer dans quelque chose de radicalement différent, mais je trouve ça assez intelligent. Genre, si vous êtes fabricant de refroidissement pour ordinateur, passer à du refroidissement pour smartphone, c'est juste logique en fait. C'est une évolution logique et qui est assez orientée vers le futur justement, parce que dans le futur, les ordinateurs même classiques que Cooler Master refroidit, donc les gros ordinateurs, vont être de plus en plus rares. Pour information, Cooler Master fabrique quand même pas mal de refroidissement, même pas juste pour les ordinateurs, ou enfin pour ceux qui veulent acheter des pièces eux-mêmes. Par exemple, Cooler Master fait les refroidissements pour AMD. Les refroidissements par défaut d'AMD sont faits en partie par Cooler Master. Donc c'est juste pour vous dire. Donc ils sont habitués de faire pas mal de refroidissements pour énormément de marques. Donc c'est pas si étonnant de ça au final de les voir dans le marché des smartphones. Mais yep, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, nous avons une news qui est complètement Unreal, on peut le dire, parce que c'est une news sur l'Unreal Engine, il faut dire d'ailleurs, pour information, 5, qui sort en Early Access. Ça fait pas mal de temps qu'il est en préparation. On avait déjà parlé dans un Texama Show, si vous vous souvenez, d'une démo technique qui était franchement incroyable. Et du coup, là, vous avez une autre démo. Alors, ça inclut une démo technique que vous pouvez d'ailleurs télécharger et jouer par vous-même pour voir ce que ça donne. Et ça inclut évidemment toutes les explications techniques et tout ça derrière. Le plus impressionnant, je dirais, avec Unreal Engine jusqu'à maintenant, 5 en tout cas, c'est la quantité de détails qu'ils arrivent à mettre dans un endroit. Comme vous pouvez voir, ce désert ici, il y a déjà beaucoup de détails. Et si on va plus loin, il y en a encore plus. Donc une énorme quantité de détails, mais tout en tournant en temps réel. Genre tout ça, ça tourne en temps réel. Et montrer que ça tournait même sur une PlayStation 5 et une Xbox Series X, qui est assez impressionnant. Alors toutefois, ils ont fait la vidéo en 4K. Je vous invite à regarder vraiment en plus haute qualité possible. Très impressionnant. Mais ils ont précisé dans la vidéo qu'ils utilisaient une technologie de super sampling, donc un petit peu comme DLSS, pour faire tourner en 1080p. Et puis après, ils remettaient en 4K. Donc pour ceux qui se demandent, à mon avis, pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X, c'est ce qu'ils font. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont téléchargé la démo, qui la font tourner pleinement, genre sans cette technologie-là, sur leur PC avec une RTX 3090. Ils ont genre 30 FPS sur la démo. Donc ouais, si vous voulez tourner en vrai 4K natif, une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, ce sera pas tout à fait ce qu'il faut. Par contre, en 1440p, ça pourrait certainement tourner. Et en 1080p, ça tournera sans problème. Et s'il y a une technologie, par exemple, faite par AMD de super sampling, qui marche plutôt bien, faire tourner en 1080p et remettre en 4K, au final, ne sera pas si dérangeant que ça. Et franchement, là, quand vous regardez les images, je vous le dis, allez voir, c'est magnifique. Il y a beaucoup de trucs très impressionnants. Pour info, d'ailleurs, il me semble pas qu'il y a de ray tracing là-dedans, c'est du pur, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui est du... Oh, j'ai oublié le nom. Rasterisation, je me souviens maintenant. C'est la technique de rendu qu'on utilise basiquement partout à l'heure actuelle, qui petit à petit va se faire peut-être remplacer par le ray tracing. On verra si ça prend bien. Mais yep, ils ont pas mal de choses là-dedans qui imitent des fonctionnalités de ray tracing, notamment leur Global Illumination qui montrait qu'il était très impressionnant. Donc le Global Illumination, c'est quand vous avez par exemple le soleil qui touche un endroit et cette lumière rebondit justement sur d'autres surfaces à côté. Et ça, le ray tracing, vous le faites assez facilement parce que pratiquement vous n'avez pas besoin de le calculer. C'est genre les rayons qui calculent automatiquement et selon les propriétés que vous avez données au matériau. Mais ici, ils ont une technologie qui marche franchement très très bien. Et du coup, yep, très impressionnant. Pour ceux qui aiment bien bidouiller, n'hésitez pas à télécharger, voir un petit peu ce que ça donne. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop Epic au niveau de ce qu'ils ont fait avec Fortnite, parce qu'ils ont fait Fortnite basiquement, et aussi un petit peu de ce qu'ils ont fait avec l'Epic Launcher, mais Unreal Engine, selon moi, est l'un des moteurs de rendu les plus impressionnants, et c'est aussi un des moteurs les plus accessibles d'un point de vue financier, en tout cas à l'heure actuelle, et le plus impressionnant derrière. Il peut être dur à prendre en main, mais genre, vous n'avez pas besoin de faire un moteur de rendu. Donc, pour quelqu'un qui veut développer un jeu pour la première fois, c'est un outil génial quand même.
Et j'ai hâte de voir les jeux qui seront faits avec Unreal Engine justement 5 parce que ça va être magnifique. Maintenant, une petite news au niveau de Windows 10 qui va avoir une nouvelle update assez importante. Donc, je vous rappelle que tous les 6 mois, plus ou moins, Microsoft update Windows avec une grosse mise à jour qui est censée apporter en général pas mal de choses. La dernière, c'était évidemment la 20H2, pour ceux qui se demandent. Et là, du coup, la 21H1, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle apporte? Pas grand-chose. Franchement, elle apporte pas grand-chose. Et vous avez une update au niveau du système de sécurité de Windows qui est intégré à Windows, Windows Defender, qui marche franchement plutôt bien maintenant, au point même que honnêtement, franchement, vous n'avez plus vraiment besoin d'antivirus. Surtout les antivirus gratuits, utilisez Windows Defender, ça marche mieux. Vraiment. Maintenant, le meilleur antivirus que vous pouvez avoir, c'est un peu de bon sens aussi. Ne cliquez pas sur n'importe quel lien ou autre chose. Mais bon, bref, dans tous les cas, il y a une nouvelle mise à jour au niveau de Windows Defender qui devrait s'améliorer pas mal. Donc ça, c'est cool. Vous avez Windows Hello maintenant qui va supporter le fait que vous pouvez utiliser une caméra externe. Parce que par défaut, Windows Hello a essayé de justement marcher avec la caméra interne au PC, par exemple un ordinateur portable. Mais là, vous pouvez utiliser la caméra externe. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, il y avait une petite mise à jour au niveau de tout ce qui est travail à distance. Et c'était à peu près tout. Il y a certainement beaucoup de corrections de bugs en arrière-plan, mais yep, c'est pas une grosse update. Mais par contre, ils en ont profité aussi pour montrer, donc ça c'est le CEO de Microsoft, qui est Satya Nadella, voilà, et qui du coup tease que d'ici octobre, en octobre, on va avoir des informations sur, par contre, une mise à jour beaucoup plus majeure pour Windows 10, parce que pour information, Windows 10, c'est quelque chose qu'ils veulent garder dans le temps. Hein. Ils ne vont pas faire un Windows 11. Et du coup, ils veulent faire vraiment un service qui dure dans le temps avec Windows. Et du coup, forcément, de temps en temps, il y aura des grosses mises à jour qui changent pas mal de choses. Un peu comme Android 12 essaie de le faire à l'heure actuelle. Et donc, ce serait justement une de ces versions-là. Donc, peut-être que c'est pour ça que cette mise à jour est très petite. C'est parce que la prochaine va être beaucoup plus importante. C'est peut-être même possible que pour passer à cette nouvelle version améliorée, il faut payer un petit quelque chose, on ne sait pas. Hein. Franchement, vu qu'ils ont forcé, plutôt pas forcé, mais non, ils ont invité les gens à passer à Windows 10 gratuitement depuis Windows 7 et tout ça, je ne crois pas. Mais yep, on ne sait jamais avec Microsoft. Des fois, il y a des surprises. Mais une chose est sûre, j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans le futur. J'aime bien Windows 10. Il a ses défauts. Le plus gros défaut de Windows 10, c'est le Microsoft Store, soyons honnêtes. Le deuxième défaut, c'est la barre de recherche. Je déteste la barre de recherche de Windows 10. Elle est premièrement par défaut inutile parce qu'elle recherche sur le web. Alors, je suis en mode, je recherche sur mon PC, tu me donnes des résultats web. Merci, ça me sert à rien. Bref, genre, oh, je vais utiliser cette application-là. Et puis hop, il te donne une recherche web pour l'application. Et tu es en mode, non, je voulais lancer l'application. Bref. Et puis aussi, le fait qu'elle soit inutile pour rechercher correctement. Genre, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Rechercher sur Windows est un calvaire pas possible. C'est pour ça que j'utilise personnellement Everything, qui est Everything en franglish, qui est une application qui vous permet de rechercher n'importe quoi sur votre PC. D'où le nom. Mais en gros, en fait, elle utilise l'indexation de justement Microsoft, mais elle recherche beaucoup plus efficacement dedans. Et je vous jure, genre Windows, vous êtes en mode, vous recherchez un truc, vous voyez que ça tourne, il recherche. Si vous avez beaucoup de documents, il recherche pendant très longtemps. Everything, vous tapez, ça, c'est déjà apparu. Genre, c'est instantané. Donc, je suis en mode, what the fuck, Microsoft? Qu'est-ce que vous faites avec votre recherche? Et après, il s'étonne que personne ne veut utiliser Bing. Moi, je pense pourquoi. D'ailleurs, je suis le seul à être très embêté quand je lance Microsoft Edge, Chromium, que je trouve qui est plutôt pas mal. Je dirais même que Microsoft Edge Chromium est mieux que Chrome, franchement. Et vous pouvez, genre, je suis prêt à le défendre jusqu'à la mort. Mais par contre, un truc que je déteste, c'est que quand je le lance, des fois, il y a Microsoft qui est en mode, hey, voulez-vous appliquer des paramètres par défaut plus optimal? Ou en gros, il vous dit, hey, repasse à Bing pour ton moteur de recherche. Je suis en mode, non, j'utilise Google. Mais de temps en temps, il me le dit, hey, tu veux repasser à Bing, là? C'est optimal. Hein? Je suis en mode, non, je ne veux pas. Déjà que c'est caché hein, pour aller changer le moteur de recherche. Vous pouvez le faire, hein, pour ceux qui se demandent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Bing. Vous pouvez passer à Google, dans Chrome, dans Edge, Chromium. Mais c'est un peu caché. Et ils le font un petit peu exprès. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas,
J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais j'aimerais bien qu'ils fixent ce genre de problème d'abord, personnellement. Ensuite, on a une news au niveau processeur, enfin quelque chose d'un petit peu plus hardware ici, sur le fait que Intel va lancer la 11e génération de Core Intel. Vous allez me dire, mais il est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti, mais en fait, ils vont ressortir une nouvelle génération, une nouvelle 11e génération sur PC fixe, mais cette fois-ci en 10 nanomètres. Parce que la génération 11 qu'on a actuellement, donc les 11900K, les 11700K et tout ça, ils utilisent une architecture qui a été prise du 10 nanomètres, qui est un meilleur processus de gravure, et qui a été remis en 14 nanomètres, parce que Intel avait du mal à faire assez de puces en 10 nanomètres. Mais du coup, depuis, Intel a sorti des puces pour ordinateurs portables en 10 nanomètres, qui utilisent cette vraie architecture comme elle est censée être. Et genre, les ordinateurs portables de 11e génération, ou plutôt qui ont utilisé un processeur de 11e génération, sont très intéressants. Franchement, face à AMD, ils offrent beaucoup de puissance et tout ça. Ils ont même un truc assez intéressant, c'est que Intel en a profité pour faire en sorte que le Core i7 que vous avez partout dans tous les ordinateurs portables, ce ne soit plus un seeker mais un weaker maintenant, donc vous avez plus de puissance par défaut. Le Core i5 aussi est à seeker, donc c'est genre vraiment pas mal. Donc yep, c'est une génération très intéressante sur ordi portable. Le problème, c'est que moi je veux une version PC fixe en fait. Donc là, on aurait l'arrivée de notamment le Core i9 11900 KB. Oui, donc ça va porter encore plus à confusion. Bonjour, déjà là, c'était déjà la confusion pour beaucoup de gens. Maintenant là, c'est ouf. Alors préparez-vous, parce que maintenant vous avez le 11900K qui est en 14 nanomètres, et vous aurez le 11900 KB en 10 nanomètres, qui sont deux processeurs différents, alors qu'ils ont une lettre qui les sépare. Alors, ces processeurs sont validés. Ils sont sur le site de Intel, sur arc.intel, qui est le site où vous pouvez voir toutes les références de processeurs de Intel. Et du coup, comme vous pouvez voir, c'est 11e génération PC, c'est écrit desktop. Ça va sortir deuxième quadrimestre, deuxième quadrimestre trimestre, oui, deuxième trimestre, oui, c'est ça, de 2021, et il sera en 10 nanomètres. Et pour information, il aurait Weaker SS Thread, une fréquence qui peut booster jusqu'à 5,3 GHz avec le thermal boost. Donc basiquement à peu près la même chose que sur le 11900K qu'on a à l'heure actuelle, sauf qu'il est en 65 watts annoncé. Alors le TDP Intel, c'est toujours selon la fréquence de base, il faut en tenir compte, donc c'est 65 watts à 3,3 GHz. Si vous commencez à booster vers le 4,9, les 65 watts, vous pouvez les oublier. Donc ça, vous devez en tenir compte. Mais du coup, c'est moins que le 11900K actuel qui est à 95 watts. Et pour information, le 11900K actuel est genre... Il prend beaucoup d'énergie, genre vraiment énormément pour au final pas grand-chose, vu que c'est un processeur weaker. Et d'ailleurs, oui, on ne repasse pas à 10 cœurs ici, comme vous pouvez voir. Ce qui est un petit peu dommage par rapport au 10900K qui était un 10 cœurs. Mais du coup, si on a un meilleur processeur, si on a une meilleure architecture et tout ça, ça pourrait être intéressant. Genre, s'il consomme moins, c'est-à-dire plus d'overclocking normalement, moins de chauffe. Si ça chauffe moins, c'est plus aussi d'énergie utilisable pour votre carte graphique. Donc, yep, moi j'ai hâte de voir. Maintenant, le truc, c'est que ça pourrait être un processeur, pas forcément pour vous. Ça pourrait être un processeur pour les constructeurs d'ordinateurs portables, d'ordinateurs fixes, donc Acer, HP et tous autres constructeurs comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourriez peut-être pas l'acheter en magasin. Et ça, ce serait fort dommage. Donc, j'espère que ce sera vraiment un processeur qui sortira pour tout le monde. Surtout qu'évidemment, il y aura évidemment un remplaçant au 11400F qui est l'un des processeurs les plus intéressants à l'heure actuelle. Je vous rappelle que c'est un Seeker 12 thread qui est vendu vers 200 €. Il offre beaucoup de puissance, plus de puissance que AMD pour le même prix. Et c'est le meilleur pour faire un PC de jeu. J'ai une vidéo qui arrive dessus, je suis encore en train de la préparer, elle n'est pas pour tout de suite par contre, je suis un peu en retard là-dessus, mais yep, j'ai ma main sur un de ces processeurs avec une carte mère en B560 qui sont moins chers du coup que le Z590. Et du coup, ça vous donne un petit combo genre pas cher, moins cher que AMD pour le même niveau de puissance, c'est pour dire. Et vous mettez une petite carte graphique avec ça et vous êtes parti. Si vous arrivez à en trouver une en stock. Mais pour quand il y aura du stock, évidemment, là, ce serait un processeur très intéressant. Donc, s'il y a un remplaçant à ce processeur-là, un Core i5 11500B ici qu'ils disent, moi, je dis oui, carrément. Et enfin, une petite dernière news, toujours au niveau hardware, sur le fait que
AMD va enfin sortir, et c'est certainement ça l'annonce que vous aurez pendant le Computex d'AMD, ils vont enfin sortir leur RX 6000 mobile. Donc là, on a un Strix G15 qui s'est montré en 5900 HX avec une RX 6800M. Par contre, un truc qui fait extrêmement peur et que je ne suis pas convaincu, c'est que les specs qui ont leaké sur ces cartes graphiques mobiles ne sont pas impressionnantes. Genre, pas du tout. À l'heure actuelle, la RX 6800M au niveau spec aurait 2560 cores, 12 Go de GDDR6 et du coup un bus de 192 bits. Pour ceux qui ont un sens de déjà vu, c'est littéralement les specs d'une 6700 XT. Une 6700 XT, pas une 6800 XT. Et du coup, vous êtes en mode, alors, pourquoi ils sortent une carte avec un nom qui a les specs d'une autre carte? Un petit peu étrange. Nvidia a fait la même chose cette génération aussi. Alors, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, par exemple, la RTX 3080 PC fixe, elle a 8800 CUDA core plus ou moins. Et la version PC portable en a 6100. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une grosse coupure de CUDA core. Mais là, c'est encore pire. La 6800, pour information normale, elle est censée avoir plus de 4000... pas des CUDA core ici que ça va être. Elle est censée avoir plus de 4000 corps. Et là, on en a 2560. Genre, c'est une sacrée réduction. Donc, bizarre, selon moi. Autant l'appeler 6700M, et puis quand plus tard, ils ont les capacités de faire une 6800M, vraiment, autant le faire. Je pense que c'est plutôt d'un point de vue psychologique que les gens se disent « Ah, 6800M, ça doit être une bonne, alors. » Ou quelque chose comme ça, ouais. Moi, je trouve ça dommage qu'on voit encore des cartes... C'est comme, au final, un peu comme les processeurs mobiles aussi, on a la même chose, la même blague. C'est que les petits processeurs qui consomment pas beaucoup, notamment par Intel, ben, ils ont toujours la nomenclature i7, alors qu'en fait, ils ont rien d'un i7, quoi. Des fois, vous avez des Core i7 4 cœurs chez Intel, alors que normalement, un Core i7, maintenant, c'est plus 7 ou 8 cœurs. Donc, c'est un peu la même chose, en fait. Vous voyez 6800, vous dites « Oh, ça doit être une bonne carte », et au final, c'est plus une carte milieu de gamme, en fait. La 6700 XT, je vous rappelle, c'est une carte qui est dans les 400 euros, normalement, si vous avez en stock, mais ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est une carte qui est plus puissante qu'une RTX 2060 Super, qui est plus puissante que... Elle est au même niveau de puissance, en réalité, qu'une RTX 2070. Donc ça reste beaucoup de puissance, mais ça, c'est avec la fréquence que vous avez sur PC fixe, parce que ça aussi, il faut en tenir compte. La 6700 XT tourne à 2500 pratiquement MHz. La 6800M ici va jamais tourner à cette fréquence-là. Elle va tourner à certainement beaucoup moins. Peut-être 1800, quelque chose comme ça. AMD a une plus haute fréquence qu'Intel en temps normal pour leur carte graphique, donc c'est fort probable qu'ils ont quand même une bonne fréquence par rapport à Nvidia ici. J'ai dit Intel, oui, mais je voulais dire Nvidia. Donc certainement 1700, 1800, mais ça veut dire que vous avez encore moins de performance. Donc, yep, je ne suis pas le plus convaincu par ça. J'attends de voir les perfs, mais ça me fait un petit peu peur. En plus, vous avez aussi la 6700 du coup qui a encore moins de cœurs. En réalité, la 6700 est la moins downgrade ici parce que la 6700 déjà PC fixe n'existe pas. Donc on suppose que là c'est techniquement une 6700 XT d'un point de vue image, en tout cas pour les gens. Et la 6700 XT, je vous rappelle, à 2560 coups d'accord. Donc vous voyez là, c'est pas une très grosse réduction. Donc la 6700 serait certainement la plus intéressante. Surtout si son prix se reflète derrière, genre c'est vraiment une carte pas la plus haut de gamme, mais plus milieu de gamme, ouais, ça pourrait être intéressant. Vous avez aussi une 6600M qui devrait sortir avec 8 Go de GDR6, et puis 6500M et 6300M. On verra bien. Dans tous les cas, j'ai un peu peur, mais j'espère qu'elles seront performantes parce qu'on en a besoin. D'ailleurs, un truc que je tenais à noter, c'est que personnellement, je suis assez étonné de voir ça aussi parce que, genre, AMD, leur carte graphique, si vous ne l'avez pas encore vu, mais j'en avais parlé plusieurs fois, elle consomme moins qu'NVIDIA à l'heure actuelle. Genre, pour le même niveau de performance, vous avez moins de consommation chez AMD. Donc, normalement, dans un ordinateur portable, AMD devrait avoir l'avantage, parce que là, ils ont un meilleur processus de gravure, ils ont une meilleure gestion de l'alimentation sur PC fixe, donc sur PC portable, ça devrait se traduire aussi par la même chose. Mais visiblement non, donc je trouve ça bizarre. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié, pas mal de news. On aura encore beaucoup plus de news par contre la semaine prochaine, parce que, encore une fois, ça va être le Computex, donc attendez-vous à pas mal de résumés de présentation,
par toutes les grandes marques et tout ça, il va y avoir énormément de choses. S'il y a une news très importante qui mérite une vidéo à part, je le ferai. Ça m'arrive de temps en temps de le faire, hein, si vous vous souvenez, quand il y a des grosses sorties de cartes graphiques ou autre chose. Mais oui, en attendant, vous aurez toutes les informations quoi qu'il arrive dans le prochain Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires d'ailleurs la semaine dernière sur des retours par rapport à ce que j'ai demandé. J'ai commencé à regarder ce que je pourrais faire, donc merci à vous. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, un prochain Texama Show ou un prochain test ou autre chose. Ciao, ciao!